Je vais faire bref en essayant d'insister sur des points qui peut-être peuvent être matière à réflexion et à échange. En fait, l'objet connecté, c'est la transmission numérique d'informations et des objets, des personnes et des lieux du monde physique. Et en fait, l'objet connecté, on pourrait tout simplement dire d'une manière générique que c'est la rencontre du numérique et du réel. Et au sens large. Et d'ailleurs, dans le prolongement de ce que nous avons entendu précédemment et brillamment, la réflexion qui me vient, c'est qu'en fait, on pense que le numérique est un outil, et bien on se trompe, parce que le numérique, c'est un langage. Et la différence entre un outil et un langage, c'est que le langage, il produit des concepts. Et c'est pour ça que, en fait, utiliser le numérique au quotidien, c'est construire un langage qui va nous renvoyer à des concepts et finalement envisager le réel différemment. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on compare trop le numérique au marteau et à la pince, parce qu'en fait, on est en train de faire des réorganisations cognitives dans nos cerveaux. Il y a des régions des États-Unis où on n'apprend plus l'écriture cursive, on apprend simplement à écrire avec un clavier. Eh bien, en neuropsychologie, on sait que ça va entraîner des réorganisations des zones de lecture, écriture et des transferts. Donc, les choses sont peut-être plus fondamentales même qu'on pense. Alors, il y a un lexique qui a émergé avec les objets connectés, le Web 3.0, ça fait très marketing. Par contre, Quantified Self, c'est intéressant, ça. C'est un mouvement qui regroupe les outils et les principes et les méthodes qui permettent à chacun de mesurer ses données personnelles. Et ça, c'est vraiment une dimension importante, parce qu'on sait très bien que, par exemple, dans l'acte professionnel, la motivation de l'acte, la performance, la compétence et le financement étaient quelquefois finalement liés au fait de prendre une mesure. On va aller voir son médecin pour avoir une mesure de la pression artérielle. Donc on voit bien qu'il va y avoir un déplacement, comme ça a été d'ailleurs souligné précédemment. Et puis, la domotique, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est présenté la domus. Et la domus, en fait, c'est une traduction latine de loïco grec. Et on sait bien que loïco, c'est la maison, mais c'est aussi le corps et sa limite. Et on voit bien que de dire qu'on fait de la domotique en numérique, en fait, on est en train de numériser un corps en même temps. On a une racine philosophique commune entre les deux. Alors, une enquête qui est intéressante parce que finalement, elle donne une vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'en pensent les patients ? 72% des patients sont tout à fait convaincus que les objets connectés, ça va être la santé de demain. Et assez curieusement, alors qu'on a des discours de résistance, des postures, 80% des médecins sont tout à fait d'accord. Donc en fait, la résistance est véritablement un discours convenu, mais pas du tout ce que pensent les professionnels. Patients acteurs de sa santé, 59% des médecins pensent que les patients porteurs de maladies chroniques doivent s'impliquer dans le traitement et le suivi de leur maladie. C'est bien supérieur à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que je pense que les médecins sont complètement convaincus que leurs compétences doivent s'exprimer ailleurs. Il faut simplement trouver les moyens pour que les médecins puissent être acteurs du changement également et que ça ne soit pas une réglementation qui impose quelque chose, mais que cette réglementation soutienne un mouvement des professionnels. Et là, il y a un art de la conduite du changement, à mon avis, à réfléchir. 70% des patients accepteraient un appareil d'automesure, alors que les médecins pensent qu'il n'y a que 29% de leurs patients qui l'accepteraient. Donc là aussi, il y a probablement une interférence à créer des regards, et que finalement tout le monde est d'accord parce que c'est, comme ça vient d'être dit, c'est irrésistible, c'est-à-dire c'est le réel qui s'impose. Et je pense que la normalité psychologique, c'est l'accès au réel et de savoir vivre et réfléchir avec le réel. Ne pas réfléchir avec le réel, ça, en psychiatrie, ça s'appelle la psychose. Donc c'est très clair, on est tous accédés au réel et on a tous compris que le numérique n'était pas un choix, une option, mais que c'était notre manière d'être ensemble demain.
Alors, il y a des craintes. Et pour les patients, ils n'attendent pas le dernier ouvrage Homo Deus pour le dire. Tous les patients sont très, très, très inquiets sur le fait que d'avoir des données personnelles et de porter des appareils de biométrie, c'est probablement alimenter un big data des GAFA, et c'est quelque part amputer notre capacité de décider, notre autonomie au sens philosophique du terme. Et le secret médical aussi gêne. On voit bien qu'il y a des actes qui nous semblent être personnels, comme par exemple être sur Internet, qui sont finalement des actes publics. Et donc, alors que quand on est en train de lire un livre papier, on est tout simplement en train de faire un acte personnel et libre, lorsqu'on lit sur une tablette numérique, on est en train de donner des informations sur nos goûts. Donc on voit bien qu'il y a cette crainte-là, et on a du mal à répondre, même en créant des agences, des comités qui essayent de freiner les choses, on sent bien les limites de l'exercice. Et puis, pour le médecin, et là je reprends les propos d'un membre du collège de la HAS, il y a quand même peu de renseignements, on va le voir, sur la précision de mesure et la fiabilité des mesures qui sont enregistrées. On a une abondance des informations transmises, et tous ceux qui ont fait un peu de statistiques savent que quand on a un immense tableur dans lequel on a engrangé plein de données sans savoir vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec, c'est là qu'on dit n'importe quoi, parce qu'on a des relations statistiques dans tous les sens, parce qu'on peut faire tous les ajustements qu'on veut, plus on a de données, plus on peut dire n'importe quoi. L'essentiel, c'est que le P soit inférieur à 0,05, et puis après on cherche la signification du P. Enfin, voilà, tout le monde a fait joujou à ça, et ça mène vraiment à rien. Et donc, le big data, s'il n'y a pas une méthode derrière, c'est quand même un risque d'une sorte de réalité scientifique qui n'est finalement qu'une apparence. Et puis, quel est le niveau de preuve du bénéfice? Tout à l'heure, je faisais la remarque sur les organisations du système de santé et quelles sont les recherches que l'on mène pour véritablement évaluer l'efficience. Eh bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que puisque c'est numérique, puisque c'est joli, puisque c'est sur un smartphone, alors ça sera bénéfique. Mais ça, c'est un a priori qu'il faut démontrer. Je rappelle toujours l'expérience en Australie de personnes qui avaient des capteurs pour la fibrillation ventriculaire, et on comparait les personnes qui avaient un capteur connecté qui permettait d'avertir le médecin comme quoi ils avaient eu une slave de tachycardie, et d'un groupe de patients qui avaient leur pacemaker défibrillateur, mais non connecté. Et à la fin de l'étude, ceux qui étaient connectés mouraient plus. Parce que tout simplement, ils étaient sur-hospitalisés, ils avaient toute la iatrogénie, finalement c'était une perte de chance. Donc on voit bien que la surabondance d'informations, si on ne réfléchit pas, en fait, on peut aboutir à l'effet inverse. On le sent intuitivement, cela. Alors, quelques exemples, parce que dans ce genre de présentation, il faut toujours sortir la quincaillerie. Donc, les bracelets connectés, ça, on est OK. Tous les systèmes de surveillance de notre utilisation des boîtes de médicaments, les Pil-Up, les Imedipac, Dopil, etc. Il y a même le Glow Cap qui permet de faire la même chose avec les flacons pour les liquides. Tout ce qui est les Fitbit, qui sont utilisés lorsqu'on prend de bonnes résolutions au mois de septembre et qu'on se met à courir. Et donc, la fréquence cardiaque, pression artérielle, les consommations de calories, etc. Les appareils sur la posture et la marche, parce que la physiologie de la marche est en pleine révolution aujourd'hui. Je vous l'annonce. Et donc, il y a Arki, par exemple, il y a aussi l'Humobac, il y en a aussi... je ne l'ai pas mis là, mais il y a c'est un t-shirt connecté qui permet en fait de renseigner qu'on a une mauvaise posture et qui crée des tensions dans les fibres pour corriger. On peut même plus se mettre comme on veut. Gvel, qui est un stimulateur antalgique du genou connecté, Smart Body Analyzer avec toutes les balances et les impédances mètres. Là, il y a une explosion complètement. Body Expert aussi. Les mesures de la saturation d'oxygène,
les contrôles d'hydratation avec un verre connecté qui permet de savoir dans un EHPAD si tous les gens qui boivent pas, combien de verres, etc. Par contre, on n'arrive pas à savoir si l'eau a été versée dans le pot de fleurs. Les tatouages connectés qui permettent de faire des identifications. Par exemple, il y a des smartphones maintenant qui vont... c'est tellement personnel qu'il faut avoir le bon tatouage pour pouvoir ouvrir son smartphone. Les poussières intelligentes qui sont utilisées également, qui sont des véritables petits... chaque poussière, en fait, est un capteur RFID avec antenne et qui permet, par exemple, de vecter des produits dans le traitement du cancer, par exemple, mais aussi qui peuvent faire des systèmes de surveillance. Les gélules thermomètres connectées post-opératoires, les capsules de satiété pour les apports caloriques dans les traitements de l'obèse, évidemment la puce RFID implantée qui permet d'avoir son dossier médical sur soi, quoi qu'il arrive, même si on perd conscience. Et il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui se font implanter une puce RFID avec des quantités d'avantages, par exemple d'arriver à ouvrir la porte du garage. Là aussi, les lentilles, avec les lentilles connectées qui permettent de faire des mesures de glycémie en temps réel permanente. Et Novartis et Google sont en train de réfléchir à connecter la puce sur une pompe. Donc on a en fait le réglage en temps réel de la pompe à insuline sur la glycémie qui est enregistrée en permanence. Donc là on rentre dans un domaine complètement différent de la relation à la maladie chronique au passage. De même la dent connectée, c'est-à-dire qu'au moment où on vous met une dent pivot céramique, eh bien, on intègre un système qui permet de faire des mesures sanguines dans la dent. Chuan qui a créé un système, alors on a travaillé sur ce truc-là, c'est un système en fait de mesure de la trophicité et la sensibilité du pied chez les diabétiques. Le Scanadu, qui est un système qu'on met sur le front et puis il enregistre des quantités de choses. Le casque de télémédecine qui permet non seulement de parler, de regarder la personne sans avoir d'écran, mais aussi le petit truc qui est au milieu, il peut se transformer en stéthoscope et si on le met devant l'œil, il peut se transformer en rétinographe. On peut l'utiliser en étant brun, ne vous inquiétez pas. Et puis plein d'autres choses. En fait, le problème qui demeure, c'est le faible niveau de validation. Lorsqu'il y avait une technique de mesure du cholestérol, on avait des quantités de papier pour vérifier la bonne correspondance de la nouvelle mesure du cholestérol avec l'ancienne. Et non seulement l'absence de différence, mais aussi la concordance, la variabilité, etc. Et on avait une quinzaine de papiers. Et s'il n'y avait qu'un seul papier, ça ne nous satisfaisait pas. Il fallait 3-4 papiers pour être sûr que la mesure du cholestérol au deuxième décimal était correcte. Et nous, médecins, on a été formés là-dedans. Voilà. Et là, tout d'un coup, avec le numérique, on a une capsule qui va enregistrer la glycémie, mais on ne se pose pas du tout la question de savoir quelle est la correspondance entre la mesure de la glycémie par la lentille par rapport à la glycémie classique. Ou est-ce que la créatinine mesurée par la dent connectée, c'est la mesure classique ou la mesure colorimétrique transformée de Jaffe, etc. On ne se pose plus de questions, on s'en fout tout d'un coup. Voilà, on a la créate et en plus c'est une dent connectée, c'est génial. Voilà. Donc on est en train de voir une sorte de disjonction, en fait, entre le niveau de preuve et ce que l'on fait. Alors, autant au niveau du médicament, étant donné qu'il y a un enjeu de sécurité et d'argent très très lourd, on est très très pointu sur les niveaux de publication, parce qu'on ne va pas mettre un centime s'il n'y a pas 15 papiers pivots qui montrent le maximum avec des milliers de sujets. Autant on va mettre autant d'argent sur la table, sur des organisations, sur l'utilisation d'objets connectés, sans se poser une seule fois la question de sa fiabilité, de sa reproductibilité, de sa validité, de son usabilité, de sa correspondance avec le souhait du patient et son besoin. Voilà. Et là, on a en fait une littérature scientifique à reconstruire.
les médecins ne sont pas très bons là-dessus parce que finalement, on a affaire à ce qu'on appelle de la recherche-action, souvent, sur lequel les niveaux de preuve ne sont pas de même nature. Je ne parle pas d'études qualitatives, mais en recherche-action, associer le pragmatisme auquel vous nous avez invité, Madame Faugère, associer le pragmatisme à la rigueur de l'évaluation, c'est possible. Pour cela, il faut peut-être que l'État retrouve sa capacité à générer de la recherche et à ne pas forcément le confier à un privé qui n'a aucun intérêt personnellement à investir pour que les organisations des systèmes de santé fonctionnent, que l'implantation d'un système de télémédecine au niveau d'un GHT réponde véritablement à un besoin populationnel. Ça s'évalue. Qu'on aménage, par exemple, dans des ruptures de trajectoire, de parcours de patients entre un établissement et la ville, pour savoir ce que l'on fait, ça marche ou ça ne marche pas, ça s'évalue. On vient de finir une étude de ce type-là. Il y a eu quand même 200 000 € mis sur la table pour pouvoir regarder ça, avec des résultats complètement inattendus. C'est-à-dire que ce que l'on pensait comme vrai, ce que l'on pensait comme évident, eh bien, c'est avéré partiellement faux. Et ça, si on ne le finance pas, on va épuiser tout le monde à des réorganisations en imaginant une vérité sans en mesurer l'erreur. Et puis, évidemment, une fois qu'on s'est amusé à générer autant de données de partout, que demain on va accepter d'avoir une puce RFID qui soit une mesure biométrique parce que ça sera la condition pour qu'on ait le remboursement des soins, qui va refuser sa puce RFID ? Votre greffe de moelle est gratuite si vous avez la puce RFID, sinon il faut la payer. Où est le choix? Donc on aura notre puce RFID, bien sûr. Et donc là, on va générer des milliers de résultats. Et donc il y a une nouvelle médecine, qui est la médecine des big data, qui n'est pas le sujet de cette présentation. Mais on voit bien que les deux sont liés, en fait. C'est-à-dire générer de l'information. Si au bout, il n'y a pas un traitement qui est correct, eh bien, on génère du désavantage. OK. Alors, dans sa bienveillance, le législateur a essayé de mettre en place des systèmes de régulation. L'ASIP Santé a fait un travail conséquent sur qu'est-ce qu'un hébergeur, travail équilibré, intelligent, prenant le réel, donnant les contraintes mais pas trop. Donc voilà, mais je pense qu'on en est vraiment au tout début et qu'il faudrait que l'ASIP ait des moyens et un champ d'action beaucoup plus élargi si on veut accompagner le mouvement qui s'accélère. On a aussi un programme de stratégie nationale de santé de juillet 2016 qui est un cadrage national très intéressant, très bien écrit. C'est accessible sur Internet très facilement en PDF. Encourager les co-innovations professionnels de santé, citoyens et acteurs. Ça, c'est quand même important. Ça a d'ailleurs été évoqué dans la présentation précédente. Faire que, de la même manière que ce qui nous intéresse est de voyager et de pas d'acheter des billets, ce qui nous intéresse est d'être soigné et pas de répondre à 15 questions dans le bureau d'accueil alors qu'on a mal au ventre. Et donc, il faut qu'on simplifie les démarches. Il faut qu'une bonne organisation, c'est celle qui est efficace en étant invisible. Et donc là, ça nécessite évidemment de travailler quand on a des professionnels qui ne se sentent exister que quand ce qu'ils font est très visible. Et là, on a une tendance naturelle, évidemment, à se rendre visible pour exister. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis au micro, donc je plaisante. Mais il faut absolument que nos organisations soient invisibles pour que les patients soient heureux. Renforcer les systèmes de sécurité d'information en santé, ça OK. Et puis, il faut l'articuler avec le programme hôpital numérique, territoire de soins et les expérimentations. Alors, il y a aussi une grande chance que l'on voit derrière les objets connectés, c'est de renouveler complètement ce qu'on appelle le pluriprofessionnel. Aujourd'hui, le pluriprofessionnel, c'est vraiment time consuming. Tout le monde s'arrête dans le service, tout le monde arrive autour d'une table et on commence à discuter des patients. Et donc, ça a un coût, voilà.
Et finalement, en réalité, on a de plus en plus des patients complexes pour lesquels il faut faire du pluriprofessionnel. On a de moins en moins de moyens humains pour pouvoir le faire. Et là, quand même, la chance, c'est que par les objets connectés, à condition que les outils soient créés avec les modes opératoires des professionnels, on peut maintenir ce travail pluriprofessionnel. Sur la télémédecine, je vais aller très brièvement, mais simplement dire que il ne faut pas qu'on oublie la téléconsultation pluriprofessionnelle. C'est-à-dire qu'on arrête de voir la télémédecine uniquement comme un expert qui va parler à quelqu'un pour lui dire la vérité. Ce qu'on a dit sur le pluriprofessionnel, la télémédecine le permet. Et la rencontre de deux équipes de soins, et je pense évidemment pour les patients en situation complexe, pour tout ce qui est du domaine des RCP, etc., eh bien, ça devrait être pris en compte et pas simplement regarder de très haut en disant c'est de la télé-expertise où il n'y a pas de patient. Ça, c'est pas très raisonnable. Et puis, je pense que on va avoir un vrai problème avec la télémédecine, c'est qu'on est parti avec une première circulaire il y a 2 ans parlant un peu de dermato, une deuxième circulaire évoquant peut-être qu'il y a des consultations à 26 €, et pendant ce temps-là, le monde s'accélère. Nous avons dans la région quelqu'un qui a monté une télémédecine qui est complètement hors les clous au niveau réglementation, qui s'occupe de la santé des expatriés à Londres. Ben, je peux vous dire que ça marche très très bien. Il y a un réseau de 60 médecins en France de toutes spécialités qui répondent aux questions des expatriés de Londres en domaine de la santé parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec le système de santé anglais. Et ça marche très bien. Et là, il n'y a pas de GCS e-santé, de demander l'autorisation à tout le monde, de voir, etc. Et les gens s'abonnent à raison de 20 € par mois. Le problème, il est réglé. De la même manière, du côté de Brest et en Extrême-Bretagne, les insuffisants cardiaques se font suivre par un réseau de télémédecine canadien privé qui s'appelle React. Pour 60 $ canadiens, vous avez autant de consultations de cardiologie que vous voulez pendant 1 an. Et en plus, on vous met à disposition un appareil de CG et de mesure de la BNP. Et donc, finalement, même si l'ARS Bretagne est contente, pas contente, veut, le problème, il est réglé. C'est un problème de marché, de sécurité. Les gens se sentent bien pris en charge. Voilà. On donne bien 10 € par mois pour avoir de la musique en continu ou je ne sais pas quelle chaîne. Et bien là, on va mettre 15 € par mois pour avoir un médecin quand on veut, de jour comme de nuit, pour la maladie qui nous intéresse. Et on se fiche complètement de savoir si ça correspond à la circulaire, si le GCS, si santé, il était content, pas content, etc. Donc, on voit bien qu'en ce moment, on a un système réglementaire qui essaye de bien faire, etc., qui est très bien, voilà. Mais s'il n'accélère pas le mouvement et s'ouvre réel, il va être complètement débordé, on n'en aura pas besoin. Et aujourd'hui, quel est le médecin qui ne fait pas de la télémédecine toute la journée avec la photo de la jambe d'un patient en disant « qu'est-ce que je fais ?» Voilà, et toute la journée, on fait de la télémédecine hors GCS. Parce que tout simplement, on s'occupe des gens. Il y a un DU de télémédecine qui existe en France, qui essaye de donner les outils pour construire des projets de télémédecine, pour permettre aussi de réfléchir en même temps aux organisations, au modèle économique, à ce qui marche le mieux. Et c'est un enseignement, évidemment, qui est connecté en e-learning, machin, mais aussi avec énormément d'expérience terrain pour alimenter. Il ne s'agit pas d'un enseignement de concepts déclinant par le bas, mais de remontée de terrain en même temps, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une fixation des normes, on est dans quelque chose qui est en train de construire, un langage à construire. Et puis alors, puisque Antoine Magnan nous a fait le plaisir d'être parmi nous, je m'amuse. J'ai trouvé sur Internet 6P, parce que je crois que tu aimes bien 4P. Et alors, on a trouvé 2P de plus. C'est prouvé, et ça me plaît bien quand même. C'est-à-dire que ça semble évident que les choses sont prouvées. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on continue de manière... voilà, un peu simple à dire, mais ce que vous dites là, est-ce que c'est démontré? Vous l'avez démontré comment? Avec quelle méthode? Avec quelle population? Et en particulier, que ça soit dans tout le domaine de leur réorganisation territoriale, dans le domaine de la gérontologie en médico-social, il faut qu'on soit tout à fait vigilant
à faire des choses qui ont démontré qu'elle... Et puis le parcours, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir une médecine personnalisée hors parcours. Et ce 6e P va être facilité par une maîtrise qui ne veut pas restreindre, mais une maîtrise qui veut accompagner un patient dans son désir d'une belle autonomie, de vous vouloir vivre selon ses propres lois, avec un médecin qui n'est plus celui qui sait, mais qui est un coach qui accompagne le patient comme on accompagne un sportif pour pouvoir franchir les épreuves de la maladie et garder le goût de vivre. Merci.